Bienvenue dans cette saison 2 du PEX Podcast, le podcast du partage d'expériences en prévention des risques. Je suis Alexandre Zèbre, ingénieur sécurité et créateur du site web safetyvigilante.com. Vous y retrouverez des articles, des vidéos et bien sûr tous les épisodes du podcast pour booster votre culture sécurité. Chaque mardi, retrouvez un épisode de ce podcast créé pour tous les acteurs de la prévention qui veulent progresser dans la maîtrise des risques professionnels en s'inspirant des conseils d'experts et de l'expérience passionnante de mes invités. Dans ce nouvel épisode, j'explore une partie de la sécurité au travail bien trop souvent oubliée, les organisations syndicales. Pour cela, j'accueille Sébastien Garout, conseiller technique santé, sécurité et conditions de travail pour la CFTC. Sébastien nous explique la vision de son organisation pour faire avancer la prévention dans les entreprises et il nous détaille également le rôle d'un préventeur dans un syndicat. Sur ce, je vous laisse profiter de mon échange avec Sébastien Garout. Alors, bonjour Sébastien Garout, bienvenue dans le PEX Podcast, le partage d'expériences en prévention des risques. Bienvenue, comment allez-vous ? Bonjour Alexandre, très bien, merci. Et vous ? Ça va, très content de pouvoir lancer un nouvel épisode et pour aborder un sujet que je pense qui est trop peu connu et qui est pourtant peut intéresser beaucoup de préventeurs. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez nous dire qui vous êtes et ce que vous faites aujourd'hui ? Très bien, écoutez, Sébastien Garout. Donc aujourd'hui, je suis conseiller technique en santé, sécurité, conditions de travail pour la Confédération CFTC, donc la Confédération française des travailleurs chrétiens. Et ça fait 3 ans et demi que j'occupe ce poste. D'accord. Alors, on va attaquer directement. Peut-être que vous pourrez commencer par nous dire ce que fait la CFTC et qui elle représente. Ouais, exactement. Écoutez, la CFTC, donc c'est une organisation syndicale, comme vous en connaissez d'autres également. On est une organisation syndicale qui est représentative au niveau national. Donc en fait, si vous voulez, on regarde le résultat des élections professionnelles avec un cycle, je crois, qui est de tous les 4 ans à peu près. Et les organisations syndicales représentatives, donc, dont la CFTC, puisqu'elle l'est, ont du coup un avantage qui va être à la table des discussions et des négociations interprofessionnelles et donc de discuter avec notamment les institutions, le gouvernement sur les questions de santé au travail. Donc voilà ce que fait la CFTC. La CFTC, donc on peut en parler aussi rapidement. C'est donc une organisation syndicale qui est c'est la plus petite des grosses organisations syndicales, la plus petite des organisations syndicales représentatives, et elle revendique aujourd'hui 140 000 adhérents. D'accord. Et alors justement, comment vous êtes arrivé à occuper, si je puis dire, ce rôle de conseiller technique santé, sécurité au travail et conditions de travail ? Alors en fait, si vous voulez, les organisations syndicales sont amenées à, on va dire, s'intéresser à plusieurs domaines, on va dire, du travail en général, et notamment de la santé au travail, parce que comme vous le savez, hein, c'est un thème, une thématique historique en fait des organisations syndicales, la santé au travail. Elles se sont même construites avec ça, hein, elles se sont construites sur les questions de santé au travail, notamment la CFTC, puisque la CFTC, c'est une organisation qui a 100 ans, hein, qui a fêté ses 100 ans en 2019. C'est l'une des plus vieilles organisations syndicales, hein. C'est pas la plus vieille, mais c'est l'une des plus vieilles avec la CGT. Et donc, en fait, si vous voulez, étant donné que les organisations syndicales se préoccupent des questions de santé au travail, et bien tout simplement, elles se dotent généralement alors de conseillers techniques sur les questions de santé au travail. Alors après, la particularité, si vous voulez, des organisations syndicales, c'est que chacune fonctionne un petit peu comme elle l'entend. Pour certaines, c'est des militants qui progressent et qui deviennent et qui occupent ces postes-là. Pour d'autres, c'est des professionnels, comme dans mon cas, par exemple. Et donc, elles ont besoin de personnes spécialistes de ces questions-là pour justement pouvoir aborder cette thématique. D'accord. Alors justement, vous êtes un spécialiste de la question et vous,
si je puis dire, quel est votre rôle en tant que spécialiste à l'intérieur d'une organisation syndicale? Bah, c'est ça en fait. Donc comme je vous ai dit, étant donné que les questions de santé au travail, c'est une question primordiale pour ces organisations-là, eh ben, tout simplement, elles ont besoin, on va dire, d'un expert, entre guillemets, un technique sur les questions de santé au travail. Donc, si vous voulez, du coup, mon rôle, il est on va dire, il y a deux façons hein, de l'envisager. Il y a une façon, si vous voulez, un petit peu montante de l'envisager, c'est-à-dire qu'en fait, j'apporte mon expertise technique, on va dire, sur ces questions-là à plusieurs personnes, donc aux dirigeants de l'organisation, parce que les Mhm. dirigeants ont besoin d'avoir un appui juridique et technique pour savoir justement comment se positionner, par exemple, sur tel ou tel texte. Bah, je vous donne un exemple qui est quand même assez récent. On a eu les ordonnances qui réforment le Code du travail, par exemple, qui ont réformé le dialogue social avec la fusion des instances, la disparition des CHSCT. Eh bien, à ce moment-là, le conseiller technique, si vous voulez, va participer un petit peu à tout ce processus. C'est-à-dire que il va y avoir souvent, il y a des concertations, si vous voulez, avec le gouvernement sur ces sujets-là. On nous questionne, on nous auditionne pour savoir un petit peu quelles sont nos lignes rouges et aussi quelles sont nos propositions. Et ensuite, une fois que le texte sort, eh ben, c'est pareil, on a des discussions un petit peu avec des instances dirigeantes pour pouvoir justement orienter, on va dire, ces textes-là. Donc ça, c'est une partie, on va dire, de conseil à l'équipe dirigeante sur ces sujets-là. Après, il y a une autre partie qui est, on va dire, une partie gestion de réseau. Alors pourquoi gestion de réseau? Parce que tout simplement, une organisation syndicale a des mandatés qui siègent dans de nombreuses instances de la santé au travail. Alors, c'est par exemple des instances qu'on connaît, hein, la sécurité sociale. C'est des instances aussi de prévention comme l'INRS, comme l'ANACT, etc. Et donc, dans chacune de ces instances-là, on est représenté par des personnes. Et donc, moi, je suis là pour tout simplement les orienter sur le positionnement à adopter en fonction des sujets qui sont abordés dans ces instances-là. Et à savoir que ce réseau se complique encore parce que très souvent, ces réseaux, ils sont aussi déclinés au niveau régional. Et donc là, Mhm. c'est pareil, on a des mandatés en région qui siègent dans les CARSAT, dans les ARACT, etc. Et donc, il faut leur apporter, si vous voulez, à la fois un petit peu l'actualité du moment et aussi et surtout le positionnement de la Confédération sur différentes thématiques. Donc, comme je vous ai dit, par exemple, les ordonnances réformant le Code du travail. Comme vous le savez, il y a eu un accord récemment, un accord national interprofessionnel qui est sorti sur la question de la santé au travail, etc. Donc, en fait, si vous voulez, voilà, le rôle, il est double. C'est-à-dire, d'un côté, montant, c'est-à-dire appuyer l'équipe dirigeante pour leur expliquer un petit peu quels sont les enjeux d'un texte et quelle peut être notre position et nos propositions. Et d'un autre côté, il y a aussi un rôle, si vous voulez, plus descendant, où là, il faut infuser Mhm. auprès de nos mandatés qui siègent dans différentes instances pour leur expliquer pourquoi on se positionne comme ça et surtout, bah, voilà, quels sont les enjeux d'un texte, etc. Et alors On a une justement, dernière spécialité ah, aussi, excusez-moi, vas-y. parce que c'est pas fini, c'est assez compliqué et c'est pour ça que c'est intéressant aussi de l'expliquer parce que c'est particulier. Et on a aussi tout le réseau, si vous voulez, de toutes les personnes qui siègent dans les entreprises. Parce que comme vous le savez, et c'est d'ailleurs très souvent, on connaît souvent les organisations syndicales plutôt par ce biais-là, on a aussi de nombreuses personnes qui représentent la CFTC au sein des entreprises. Donc comme vous le savez, dans les instances représentatives du personnel, c'est-à-dire aujourd'hui les CSE. Et on a aussi des délégués syndicaux qui, là, eux, ont si vous voulez, un rôle de négociation avec l'employeur sur la négociation, par exemple, d'accords sur la question de la santé au travail. Donc, ça veut dire qu'il faut aussi fournir tout un travail pour expliquer en fait le positionnement à ces représentants-là dans les entreprises et surtout pour leur donner des clés pour pouvoir négocier ou dialoguer au mieux avec l'employeur sur les questions de la santé au travail. Mhm. Et ben, alors justement, c'était sur cette partie-là que je voulais revenir un peu sur, comme vous l'avez dit, infuser euh, votre. Je le formule un peu comme ça, mais vous me Mmh. corrigez si c'est pas juste. Comment dire, influer sur votre stratégie, en fait, la vision de sécurité que vous portez à la CFTC. Est-ce que est-ce que, est-ce que justement vous pouvez nous expliquer en quoi, enfin, quelle est la stratégie ou en tout cas plutôt la vision de la prévention des risques que porte la CFTC auprès de ses propres réseaux, mais même auprès des instances nationales du coup. Bah ouais, bien sûr. Donc en fait, si vous voulez, pour nous,
et c'est quand même, c'est assez évident si vous voulez, mais nous, on érige en principe fondamental forcément la protection de la santé des travailleurs, mais c'est surtout notre positionnement, il est basé sur une volonté de passer de la culture de la réparation à une culture de la prévention des risques professionnels. Mhm. Je vais surprendre personne et notamment tous nos collègues préventeurs qui nous écoutent. Voilà, notre logique, si vous voulez, c'est de se dire aujourd'hui, on va essayer de diminuer la part de la réparation des accidents du travail en mettant en œuvre des mesures de prévention pour justement essayer d'en éviter au maximum. Parce que bien entendu, ça présente un double enjeu, hein, la protection de la santé des travailleurs et en plus de ça, il y a aussi un impératif économique. Je trouve qu'il y a une chose qui est intéressante quand même en ce qui concerne la question de la santé au travail. Je digresse un peu si vous voulez, mais l'avantage qu'on a au niveau de la santé au travail, et notamment quand on travaille dans une organisation syndicale et également, j'imagine, quand on est un représentant du personnel au sein d'une instance représentative, c'est que globalement, sur ce sujet-là, il n'y a pas de débat avec l'employeur, on a le même objectif. L'objectif, c'est quoi? C'est tout simplement que les gens ne se blessent pas au travail, ne tombent pas malades. Et donc, à ce titre-là, c'est vrai qu'on est sur une thématique qui est plutôt bien entendue de la part des employeurs, que ce soit au niveau national, régional, comme je vous le disais, voire même dans les entreprises. Je ne dis pas que c'est toujours facile, hein, parce que je pense que vous en savez quelque chose, mais en tout cas, on est sur un sujet qui, normalement, doit faire consensus. Et je Alors, pense que du coup, voilà. le mot juste, c'est Pardon? quand même, le mot juste, c'est normalement et parfois, comme vous le disiez, c'est pas forcément évident. Et ce que je me Mm. demandais, moi, c'est bah, comment on en vient à se dire que qu'on veut travailler en tant que préventeur dans une organisation syndicale. Et je m'explique, c'est-à-dire que c'est déjà, je le disais en introduction, c'est assez peu connu comme rôle, mais Mm. c'est assez peu connu aussi. J'ai envie de dire, comment est-ce qu'on peut avoir de l'impact sur la sécurité de nos collègues, quoi. Donc, comment Mm. vous en êtes arrivé là et qu'est-ce que vous y avez trouvé alors? Ouais. Alors je vais refaire un peu le parcours peut-être, parce qu'en Mhm. fait, j'ai pas un parcours linéaire ou logique, mais en réalité, si vous voulez, j'ai vu un peu les deux faces du métier entre guillemets. Donc en fait, j'ai un parcours classique, c'est-à-dire que j'ai commencé à travailler d'abord dans une entreprise, dans un grand groupe industriel, où là j'étais, on va dire, assistant du responsable prévention de l'entreprise. Donc j'ai mis, on va dire, les mains dans le cambouis dans une entreprise. Et ensuite, j'ai été consultant formateur en prévention des risques. Mhm. Alors, quand j'étais consultant formateur en prévention des risques, l'une de mes principales missions, c'était la formation des représentants du personnel et à l'époque, notamment des membres du CHSCT. Alors, je faisais pas que ça, hein, je faisais aussi du conseil pour les employeurs sur l'évaluation des risques, rédaction de documents uniques, etc. Mais en fait, si vous voulez, il y avait un aspect super intéressant dans mon précédent emploi, c'était que mon public habituel, c'était des représentants du personnel et donc des organisations syndicales en partie, hein. Et c'est vrai que je prenais plaisir, entre guillemets, si vous voulez, aussi à déconstruire un petit peu les préjugés, on va dire, que peuvent avoir certains représentants du personnel dans certaines entreprises, parce que comme vous le savez, le dialogue social, il n'est pas toujours très aisé hein, dans certaines entreprises. Et c'est vrai que ce que je constatais dans le cadre de cet ancien emploi, hein, je parle de l'ancien emploi pour revenir ensuite à mon Mhm. poste d'aujourd'hui et pour vous expliquer un petit peu aussi pourquoi j'en suis arrivé à travailler pour une organisation syndicale. Mais en fait, si vous voulez, on se rend compte qu'en ce qui concerne la thématique de la santé au travail, on a, voilà, comme je vous dis, des préjugés dans un camp comme dans l'autre. Et loin de moi, hein, attention, hein, l'envie de les opposer, au contraire, parce que comme je vous ai dit, il faut les rassembler et en plus, c'est facile de se rassembler sur la santé au travail. Et c'est vrai que c'était passionnant, si vous voulez, d'arriver un premier jour de formation, d'avoir des représentants du personnel parfois très revendicatifs, et puis de les déconstruire et leur expliquer que, en réalité, on a le même objectif que l'employeur et que du coup, on a tout intérêt à travailler dans la main et de faire et d'aller sur le compromis. À signaler d'ailleurs que c'est un des positionnements fondamentaux aussi de la CFTC parce que, comme je vous ai dit, il y a le positionnement technique, hein, la prévention, etc. Mais Mhm. aussi, il faut savoir une chose, c'est que la CFTC, c'est une organisation syndicale, si vous voulez, qui prône, qui est constructive, qui fait partie du pôle réformiste et pour qui, si vous voulez, toute action revendicative comme la grève est le dernier recours. Donc, c'est aussi pour ça que je me retrouve bien, si vous voulez, dans le positionnement de la CFTC. D'accord. Et donc, j'étais, si vous voulez, de l'autre côté de la barrière.
je formais des représentants du personnel qui parfois, comme je vous l'ai dit, avaient des idées reçues un petit peu en ce qui concerne le dialogue social. Et puis, j'ai eu l'opportunité tout simplement de travailler pour la CFTC. Et l'avantage, c'est que maintenant, je suis, on va dire, de l'autre côté de la barrière. Et donc, je travaille pour une organisation syndicale. Et donc, votre question, alors du coup, j'ai un peu digressé. J'ai oublié un petit peu la première question. C'était… Alors, bah non, vous avez bien répondu sur la première Mhm, partie, et ensuite je me demandais ce que vous y avez trouvé, mais vous l'avez évoqué, mhm. est-ce que vous trouvez justement aujourd'hui que en tant que préventeur, c'est de cette manière-là que finalement vous aidez aussi à la prévention à la Ouais. prévention des risques tout simplement. Ouais, en fait, c'est ça. C'est-à-dire que si vous voulez, euh, c'est parfois frustrant parce que c'est vrai qu'on peut avoir l'impression d'être très éloigné du terrain. Mhm. Parce que tout simplement, contrairement, comme je vous le disais avant, où je formais des représentants du personnel, où alors j'avais pas forcément, si vous voulez, de traduction concrète dans ce que je faisais, parce que contrairement à un préventeur qui travaille dans une entreprise, qui va mettre en place des actions et qui va voir peut-être son taux d'accidentologie baisser, etc. Donc c'est parfois un peu frustrant, si vous voulez, d'être éloigné du terrain, mais derrière, il y a quand même aussi un côté très satisfaisant. Pourquoi? Parce qu'on est sur une vision quand même assez macro et que on défend les droits des travailleurs et on essaie d'améliorer au mieux la santé au travail et les conditions des travailleurs directement dans les textes. Alors après, si vous voulez, on a les marges de manœuvre qu'on peut avoir et malheureusement, comme vous l'imaginez bien, les instances, que ce soit le gouvernement ou les instances de la santé au travail, ont quand même le dernier mot parce qu'on est consulter, mais on n'a pas forcément toujours le dernier mot. Donc, Mhm. mais c'est vrai qu'il y a un côté satisfaisant à se dire, on fait un travail qui est vertueux, on propose des choses qui sont positives pour les salariés. Parfois, ça nous arrive de peser, hein, et là je parle de toutes les organisations syndicales, de peser pour faire progresser la santé au travail et les conditions de travail des salariés. Donc c'est vrai que c'est quand même très très satisfaisant. Là, vous citez du coup tout ce qui est consultation et participation au débat animé, notamment par les députés, des choses comme ça. Mhm. Oui, Ouais, d'accord. exactement. En fait, si vous voulez, on peut être amené à avoir plusieurs actions. Comme je vous l'ai dit, ça peut être dans le cadre d'un projet de réforme mené par le gouvernement, comme je vous l'ai dit, comme l'exemple type les ordonnances réformant le code du travail et la fusion des instances, où là, bon, je vous cache pas que nous, la disparition des CHSCT, ça ne nous allait pas trop. Donc, on est auditionné, on est écouté, on fait valoir notre approche, nos propositions, etc. Mhm. Et on est, comme je vous l'ai dit, plus ou moins écouté ensuite sur le texte final. On est, comme je vous l'ai dit, on siège également dans différentes instances nationales, que ce soit la sécurité sociale, que ce soit l'INRS, l'ANACT, etc., où là aussi on peut faire valoir un positionnement et des propositions pour faire avancer les choses dans le bon sens. On est aussi là aussi pour s'assurer, si vous voulez, qu'il y a une bonne gestion et une bonne gestion financière aussi, hein, parce que c'est ce qu'on appelle le paritarisme, hein. En France, on a des instances qui sont paritaires. Alors, pas toutes, mais par exemple, la sécurité sociale, c'est géré paritairement, si vous voulez, par les organisations syndicales représentatives des salariés, les organisations patronales, et il y a le ministère aussi qui représente l'État dans ces instances-là, qui est le ministre de tutelle, le ministère de la Santé, etc. Et on est également présent donc au niveau régional. Ça peut arriver aussi quand on a des propositions de loi d'être auditionné par des députés, parce que Mhm. justement, ils ont besoin de nos retours terrain et de nos retours d'expérience dans le cadre des propositions de loi. C'est le cas, par exemple, en ce moment, comme vous le savez, il y a une proposition de loi de la députée Madame Charlotte Lecoq Tout sur à la question fait. de la santé au travail. Et enfin, c'est aussi le cas en ce qui concerne des accords nationaux interprofessionnels. Donc pareil, là, on a un accord qui est sorti il n'y a pas longtemps, un accord national interprofessionnel qui est sorti en fin Mhm. d'année dernière sur la santé au travail. Alors ça, c'est particulier, si vous voulez, c'est un accord qui est négocié entre les organisations syndicales et les organisations patronales. Elles se réunissent, elles discutent, ça peut durer très longtemps et on l'a vu justement sur la question de la santé au travail. Et l'objectif, si vous voulez, c'est de parvenir à un accord qui sera applicable ensuite à l'ensemble des entreprises. Donc, c'est quasiment de la création de droits, là, hein. On l'a fait par exemple pour la santé au travail, on l'a fait aussi pour le télétravail. Et donc là, dans ce cadre-là, les organisations syndicales et les organisations patronales s'entendent pour créer des droits pour justement les salariés et les entreprises. Donc, D'ailleurs, il y a
il y a plusieurs façons, si vous voulez, d'influer les droits des salariés dans les entreprises. D'ailleurs, sur la partie accord, je me demandais, est-ce que trouver un accord est quelque chose d'inéluctable et que du coup les discussions iront jusqu'à trouver un accord ou des fois vous pouvez finalement estimer que les intérêts des salariés ne sont pas du tout enfin, mis en avant ou en tout cas sont pas n'y sont pas quoi, tout simplement. Il n'y a pas d'intérêt pour les salariés et du coup quitter cet accord-là directement. Ça arrive. Ça D'accord. arrive que on ne soit pas satisfait du texte final parce Mhm. que on pense que ça va pas dans le bon sens ou parce qu'on pense que justement les droits des travailleurs ne progressent pas suffisamment. Et une organisation syndicale ou une organisation patronale peut très bien choisir de dire écoutez, moi ce texte-là ne me va pas et donc je ne le signe pas. Ça arrive. Et alors, justement, vous parliez des difficultés qu'il peut y avoir. Est-ce que vous pourriez nous partager les challenges qu'il y a dans ce poste ou dans cette mission que vous accomplissez aujourd'hui? Ben ouais, en fait, si vous voulez, alors il y a deux aspects intéressants. C'est des aspects qui sont tout aussi intéressants et qui sont également des challenges en fait. Il y a un premier aspect, c'est que, et je pense que on sera tous d'accord pour dire que nous sommes tous des préventeurs et qu'en tant que préventeur, c'est vrai qu'on a la vision très enfin à l'intérieur de l'entreprise. Et en réalité, ce poste-là, il a un aspect super intéressant, c'est qu'il a une vision très macro. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, on se rend compte un petit peu de tout le paysage institutionnel de la santé au travail, qu'il soit au niveau national ou au niveau régional. Et ça, c'est quelque chose dont on n'a pas forcément ni la connaissance ni la vision quand on est préventeur dans une entreprise. Donc là, ça, c'est vraiment c'est un travail qui au départ est très prenant parce qu'il faut bien comprendre quelles sont les missions de chacune de ces instances parce que comme vous le savez, il y en a beaucoup. Et je prends l'exemple du dernier rapport Lecoq et dont on a tous la connaissance qui dit en gros il y a beaucoup d'instances et ces instances-là parfois ont des missions qui font doublon et donc du coup l'objectif c'est un petit peu si vous voulez de rationaliser ça et de fusionner tout ça. Mhm. En réalité c'est pas si simple que ça. Et c'est vrai que à travers ce poste-là, on se rend compte de toutes les instances qui existent en ce qui concerne la santé au travail. On se rend compte du travail que font toutes ces instances. Et donc, c'est vrai que l'avantage de ce poste-là, c'est qu'on connaît ensuite tous les tenants et tous les aboutissants de toutes ces instances-là, qui fait quoi, quelles sont les subtilités de chacune de ces instances, et surtout, qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui ne va pas, parce que c'est vrai qu'il ne faut pas se voiler la face. Pour revenir au rapport Lecoq, il a aussi un constat qui est que la santé au travail, oui, on travaille quand même plutôt bien en France, mais tout ne va pas bien Mhm. et que du coup, il y a des choses qu'il faut quand même modifier et améliorer. Donc le premier challenge et le premier intérêt de ce poste-là, c'est la vision institutionnelle. On sort un petit peu du carcan de l'entreprise et on voit beaucoup d'autres acteurs et on voit les subtilités de chacun des acteurs, des missions de chacun de ces acteurs-là. Le deuxième challenge, comme je vous l'ai expliqué, euh, en toute modestie, si vous voulez, on prend part quand même à la création du droit, en partie en tout cas. Hein. Et comme on prend part à la création du droit, si vous voulez, on n'est plus dans le même travail que peut avoir un préventeur dans une entreprise, c'est-à-dire quand même, la base du travail, c'est la loi. Donc prendre la loi, essayer de la comprendre et essayer de voir comment on peut l'appliquer dans notre entreprise, ça fait quand même partie, en grande partie du travail de préventeur. Et bien là, c'est différent parce que si vous voulez, là, il faut essayer de presque d'inventer, en fait, si vous voulez, le droit. Alors attention, c'est pas notre rôle. Il y a des gens qui sont, dont c'est le métier, des gens Mhm. qui travaillent avec les ministres du travail, etc. Mais nous, quand même, si on veut faire des approches nouvelles et si on veut créer de nouveaux droits pour les salariés, il faut aussi qu'on interroge le droit actuel et qu'on se dise quelles peuvent être les évolutions qu'on pourrait avoir et du coup, qu'est-ce qu'on pourrait proposer pour que ça aille dans un sens plus favorable. Alors ça, c'est la partie la plus intéressante Ouais, de ce j'imagine. poste-là, mais c'est aussi la partie la plus exigeante. Et c'est vrai qu'au début, c'est quelque chose qui est pas naturel. Et on se dit, ouais, du coup, par exemple, si on fusionne les instances, avant, par exemple, les ordonnances réformant le code du travail,
bah ouais, si on réforme les instances, si on les fusionne, bah, comment on va procéder, quels peuvent être les nouveaux droits qu'on peut créer, etc. Et ça, c'est vraiment la partie la plus grisante de ce travail-là, mais c'est pas la plus évidente, ça c'est clair. Et du coup, c'est la plus grisante, mais est-ce que c'est pas un peu frustrant quand justement on met du temps à créer une proposition qui, pour vous, tient debout et en plus a de vrais Mm. gains, mais qui est pas acceptée en l'état ou en tout cas qui n'est pas reprise dans le texte final? Bah, franchement, je vais vous dire, on s'y habitue, hein. On s'y habitue, hein, D'accord. parce que tout simplement, on peut pas toujours avoir raison. Il faut accepter aussi qu'on n'ait pas toujours raison. Il faut Mhm. accepter aussi d'autres choses. Il faut accepter aussi, moi, je prends les partenaires sociaux dans leur ensemble, les organisations syndicales en général. On se retrouve tous, hein, sur les questions de santé au travail. Chacun a ses particularités et ses spécialités, a sa vision propre, mais globalement, on se retrouve tous. C'est vrai qu'on se complète plutôt bien aussi avec les autres. Donc, il faut savoir aussi que les autres aussi ont des bonnes propositions. Il faut savoir aussi que nos propositions ne peuvent pas toujours être retenues parce qu'on est peut-être trop ambitieux par rapport aussi à la culture aussi tout simplement de prévention du pays. On garde espoir parce qu'on se dit toujours que quand on est trop ambitieux dans le cadre de nos propositions, elles pourront être retenues plus tard. Moi, je vous donne un exemple concret. Sans trahir de secret de négociation. Dans le cadre de l'ANI de la santé, sur la santé au travail qui a été signé en fin d'année dernière, Ouais. la CFTC, par l'intermédiaire de nos négociateurs, hein, on a proposé une chose, c'est tout simplement d'essayer en fait de basculer. Aujourd'hui, on est dans le cadre un petit peu, si vous voulez, de l'aptitude de la personne à un poste. Donc voilà, on a une personne, on lui fait une visite médicale et on regarde si elle est apte à occuper ce poste, etc. Et si elle n'est pas apte, justement, il y a des questions sur l'inaptitude, etc. Et nous, on a porté une chose, par exemple, dans le cadre de cette négociation, qui était de dire, bah, nous, on souhaiterait renverser cette logique et on souhaiterait plutôt porter une chose qui est de dire, il faut que ce soit le poste qui soit apte à accueillir toute personne et surtout à préserver la santé au travail. Ah, Et bah c'est ça, intéressant. par exemple, je pense, une excellente idée, mais Mhm. peut-être qu'elle est trop ambitieuse encore aujourd'hui. Après, voilà, peut-être aussi difficile à vendre, notamment aux représentants des employeurs. Mais oui, il faut aussi savoir accepter. C'est un travail de fourmi, si vous voulez. C'est des Ouais. choses qui, globalement, progressent, qui vont dans le bon sens, qui avancent petit à petit. Et il faut savoir être patient. Je pense que c'est ça. C'est surtout être patient et se dire si on a une bonne idée, si on a une bonne proposition, ce n'est que partie remise et on essaiera peut-être de la ressortir un jour. Et Mhm. puis voilà, il faut pas penser à soi dans ces cas-là. On n'est pas là pour se glorifier parce qu'on a fait telle ou telle proposition. L'objectif, c'est de garder à l'esprit que on est là pour faire avancer les droits des travailleurs. On fait des propositions dans ce sens-là. Parfois, il faut faire face aussi à des reculs, hein, et donc parfois on les accepte entre guillemets plutôt bien, hein, comme je vous dis par exemple la suppression des CHSCT pour nous c'est pas une bonne chose et on s'en rend compte de plus en plus, mais l'objectif c'est d'essayer justement de faire en sorte que ça aille toujours dans le bon sens. Mais votre proposition là que vous avez montrée, c'est intéressant, c'est une très très bonne idée, je trouve, mais Mhm. c'est presque trop novateur, ou je sais pas si c'est le terme, mais en tout cas je comprends votre idée là sur le fait d'adapter Mhm. d'adapter les postes aux salariés. Je Mhm. trouve ça très très novateur et en fait je comprends à quel point il faut jouer de négociation et de consensus et de patience pour réussir à faire avancer ce type d'idée et pour qu'elle soit un jour concrétisée, quoi. C'est ça, c'est de la patience. On espère qu'un jour on en arrivera à ça, mais c'est vrai que ça va pas être évident. C'est pas des positions qui sont faciles à tenir. C'est des positions qui sont ambitieuses. Après, je vous cache pas que je pense qu'une organisation syndicale est là pour être ambitieuse aussi en ce qui concerne la protection des travailleurs, clairement. Par contre, c'est vrai que j'en ai pas parlé parce que on a l'impression que c'est moi qui fais tout, hein, à la CFTC en ce qui concerne la santé au travail. Euh, Moi, mon rôle, c'est d'appuyer. Je travaille avec des gens, on va dire qu'on appelle des politiques, qui sont là, eux, pour représenter la CFTC, hein, qui représentent la CFTC. Mhm. Et du coup, moi, j'apporte mon appui technique à ces personnes-là qui sont chargées de représenter la CFTC, par exemple dans le cadre d'une négociation. C'est eux qui représentent la CFTC. Et du coup, moi, je travaille avec eux pour élaborer le positionnement, etc. Ok.
Très bien. Très bien, Sébastien. Je pense qu'on va pouvoir avancer sur les parties un peu plus classiques, si je puis dire, de Mhm. l'interview. Est-ce que Mhm. vous avez des ressources que vous pourriez recommander à nos auditeurs? Alors ça, c'est une bonne question parce que c'est vrai qu'on n'a pas tous les jours l'occasion de conseiller des ouvrages, des lectures un petit peu à nos collègues préventaires. Mhm. Alors en ce moment, je lis alors 2 livres. Alors c'est pas des livres, hein, qu'on lit, le soir en s'endormant, hein, mais c'est des livres quand même. Il y a un livre qui est intéressant en ce moment. Alors celui-là, je sais pas s'il est sorti il y a longtemps ou pas, mais en tout cas moi je l'ai vu il y a pas longtemps. Il s'appelle «La santé au travail en danger». Dépolitisation et gestionnarisation de la prévention des risques professionnels. Alors pourquoi ce livre m'intéresse? Tout simplement parce qu'en fait, il va pas forcément dans notre sens, c'est-à-dire que ce livre-là regrette, si vous voulez, la démédicalisation des services de santé au travail, la démédicalisation de la médecine du travail. Et Mhm. je pense qu'il est important aujourd'hui de lire des livres qui ne vont pas toujours dans notre sens pour s'inspirer, pour se remettre en question, etc. Et c'est vrai que cet ouvrage-là, il ne va pas forcément dans notre sens parce que c'est vrai qu'en tant qu'organisation syndicale, nous, si vous voulez, on est plutôt sur de la vision préventive de la médecine du travail plutôt que sur une médecine du travail, une mission médicale de la médecine du travail et des services de santé au travail. Donc du coup, c'est vrai que ce livre, il est intéressant parce qu'il apporte un petit peu un autre regard, en tout cas que le mien et que le nôtre au niveau de la Confédération à ce sujet-là. Donc c'est un livre intéressant. Mhm. J'ai un deuxième livre aussi, alors celui-là, je ne l'ai pas reçu, mais je l'ai commandé, qui s'appelle 100 ans de sous-reconnaissance des maladies professionnelles. Alors ce livre-là, il est intéressant. Pourquoi? Parce qu'en France, et pas qu'en France d'ailleurs, hein, ailleurs, il y a énormément de sous-reconnaissance des maladies professionnelles et je pense que je vous apprends rien, hein, notamment en ce qui concerne les cancers professionnels, etc., les troubles musculo-squelettiques, même si en France, on est quand même très, très bien positionné parce que, je sais pas, je pense que vous le savez, mais on est l'un des rares pays qui déclare les troubles musculo-squelettiques en maladie professionnelle et on en déclare beaucoup, hein, c'est 3 quarts des maladies professionnelles. Mais malgré ça, il y a énormément de sous-déclaration des maladies professionnelles. Et donc, du coup, c'est un livre qui m'intéresse à ce sujet-là. Ok. Et Alors, ensuite, ouais, je vous ouais, écoute. je disais juste, je savais pas qu'on était un des seuls pays, pardon, à déclarer les TMS, mais c'est Ouais, vrai que parce que je pense c'est aussi que c'est pas, quand même une avancée, hein. c'est pas anodin, ouais. À reconnaître les troubles musculo-squelettiques en, en maladie professionnelle, c'est pas le cas de tous les pays. Et c'est vrai que sur ça, on est assez en avance en France sur ce sujet-là. Mhm. Euh, Intéressant. oui. Et enfin, le troisième, alors c'est pas un ouvrage, mais c'est un magazine. Alors, je vais pas rappeler les magazines très connus, hein, j'imagine par la plupart de nos collègues, hein, Santé et Travail, Mhm. que j'encourage les abonnements à ce magazine parce qu'il est très bien fait et justement, il a parfois une vision un petit peu politique aussi de la santé au travail plus que technique et c'est pas mal aussi, hein, des fois. Bien entendu aussi la revue Travail et Sécurité de l'INRS, mais celle-là, j'imagine que tout le monde la connaît. Peut-être qu'il y en a une, alors peut-être que je me trompe, hein, mais il me semble qu'il y en a une qui n'est pas très connue et qui s'appelle ESAMAG. ESAMAG, H-E-S-A MAG. Alors, c'est un magazine de l'ETUI. Et l'ETUI, c'est quoi? C'est en fait, c'est l'Institut syndical européen, si vous voulez. C'est un centre de recherche indépendant qui est à côté, enfin, qui est lié, si vous voulez, à la Confédération européenne des syndicats. Parce que les organisations syndicales françaises sont représentées au niveau européen, à la CES, qu'on appelle la Confédération européenne des syndicats. Et cette confédération a un institut donc, de recherche, l'ETUI, et ils font un magazine, mais alors vraiment qui est super, si vous voulez, avec une approche thématique à chaque numéro. Il y a un numéro super intéressant sur les travailleurs des plateformes, une thématique qui nous intéresse beaucoup aussi en tant que Mhm. confédération. Il y a un numéro qui est sorti il n'y a pas longtemps aussi sur les métiers de l'esthétique, hein, parce qu'elles sont fortement exposées aussi aux risques professionnels. Ce mois-ci, alors ce semestre-ci, parce que c'est un semestriel, c'est un dossier spécifique sur la santé au travail devant les tribunaux. Donc on reste sur la maladie professionnelle notamment, donc voilà la reconnaissance en maladie professionnelle des travailleurs de l'amiante, etc. Et c'est un super magazine, très très riche, avec un gros travail de recherche, pareil, qui aborde la question de la santé au travail parfois et souvent sous un angle politique, hein, parce que c'est aussi lié à des organisations syndicales. Et je pense que c'est super intéressant de lire ça aussi quand on est préventeur en entreprise, parce que je pense que il faut essayer de sortir aussi parfois de l'approche un peu technique et de Ouais. s'interroger aussi sur tous les enjeux un petit peu sociopolitiques qu'il peut y avoir aussi en ce qui concerne la santé au travail.
Donc voilà ce que je conseillerais et en ce qui concerne les livres, revues, en ce qui concerne la santé au travail. Ok, très intéressant. Du coup, comme d'habitude, tous les liens seront en description de cet Ouais. épisode. Également, sur un aspect plus innovant, est-ce qu'il y a quelque chose qui a attiré votre regard et que vous souhaiteriez partager enfin, en lien avec la prévention des risques? Alors, c'est pas une innovation au sens propre en termes de mesures de prévention, mais il y a un sujet qui m'intéresse particulièrement en ce moment, parce que ça doit nous interroger aussi en tant qu'organisation syndicale. C'est l'émergence, alors c'est pas l'émergence d'un nouveau réseau social parce qu'il existe depuis longtemps, mais c'est l'émergence, je trouve, des questions de santé au travail sur un nouveau réseau social et c'est Instagram. Parce que je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu l'actualité en ce moment, mais il y a des pages Instagram qui commencent à fleurir qui s'appellent Balance. Alors Balance ta rédaction, Balance ton entreprise, Balance ta startup, etc. Balance ta startup, je crois que c'est le plus connu. Ouais, je Alors, il connais, y a ouais. deux aspects, si vous voulez. Il y a un aspect super intéressant parce qu'en fait, on se rend compte que on libéralise un petit peu la parole des gens sur les réseaux sociaux en ce qui concerne les questions de conditions de travail et de santé au travail. Il y a un autre aspect positif aussi, c'est que ça se passe dans des TPE, PME. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que nous, en tant qu'organisation syndicale, il faut le dire, les TPE, PME, elles constituent un point aveugle pour nous. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a parfois pas de représentation du personnel dans ces entreprises-là. Donc nous, on a très peu de retour terrain. Donc c'est intéressant ce qui se passe, c'est intéressant parce que les entreprises jouent le rôle de lanceur d'alerte, les réseaux sociaux jouent le rôle de lanceur d'alerte. Mhm. Après, la difficulté, si vous voulez, c'est que ça part un petit peu dans tous les sens. On ne peut pas savoir quelle est la fiabilité parfois de ces témoignages. On ne peut pas savoir si c'est toujours fait dans une perspective vertueuse. Est-ce que parfois c'est une façon de régler ses comptes? Et surtout, il y a quelque chose qui moi m'inquiète. Alors peut-être que je sais pas, peut-être qu'il y a que moi, mais c'est vrai que je trouve qu'on fait quand même face depuis quelques années à une mercantilisation un petit peu de la santé au travail. Ouais. On a beaucoup d'entreprises qui se créent sur les questions de santé au travail, et qui confondent un petit peu santé au travail et bien-être en entreprise et bonheur au travail, si vous voyez ce que je veux dire. Mhm. Donc c'est un phénomène qui à la fois me rend optimiste parce que je me dis c'est bien, on commence à parler de questions de santé au travail et c'est bien aussi parce que les questions liées à l'environnement, etc. sont très importantes, mais les questions aussi d'ordre social et de conditions de travail des salariés sont aussi très importantes et c'est bien qu'elles émergent aussi sur ces réseaux sociaux, notamment chez les jeunes et dans les TPE, PME. Mais le problème, c'est derrière, qu'est-ce que ça va donner et surtout, quelles sont les, les personnes qui justement vont se saisir de ces questions-là. Voilà. Ouais, c'est intéressant. Mais c'est vrai que moi, j'en avais vu certains des hashtags que vous avez nommés, mais Mmh. pas tous. Mais du coup, je continuerai ma veille sur ces sujets. C'est vrai que c'est Mmh. toujours intéressant. Mmh. Très bien. Mais du coup, vous avez parlé de comment, enfin, d'être un peu optimiste sur la suite, sur une Mmh. partie à venir de la prévention. Comment vous voyez le métier évoluer d'ici 10 ans? Alors ça, c'est une bonne question. Comment? Alors moi, personnellement, je pense que le métier de préventeur, en Mhm. général, sera de plus en plus nécessaire. Alors par exemple, on a aussi un positionnement à la CFTC qui est de dire que il faut que de plus en plus ces compétences-là soient internalisées par les entreprises. Pourquoi? Parce que bon, dans les grandes boîtes, la question ne se pose pas. Chez vous, par exemple, EDF, hein, il me semble, voilà, la question de l'internalisation des compétences en ce qui concerne la prévention des risques et la santé au travail est évidente. On a des gens qui sont chargés de ces questions-là. Dans les petites entreprises ou même dans les PME, c'est moins évident. Donc, je pense que de plus en plus, les entreprises vont devoir s'équiper, entre guillemets, de personnes chargées de ces questions-là dans les entreprises. C'est d'ailleurs un point qu'on a porté aussi dans l'ANI hein, et qui existe dans l'ANI. Hein. C'est de remettre au goût du jour, vous savez, la notion qu'on appelle de salarié compétent. Donc, normalement, les entreprises Mhm. devraient tout avoir Ah, c'est vrai, un complètement. salarié compétent sur les questions de santé au travail. C'est pas le cas malheureusement, et ces missions-là sont souvent déléguées entre guillemets hein, aux services de santé au travail. C'est leur mission. Hein. Ils sont pas là que pour faire des visites médicales, ils sont aussi là pour faire de la prévention. Euh, donc je pense que c'est un métier qui a de l'avenir. Par contre, ce qui est évident, c'est que, et c'est pas du tout un défaut, hein, je pense que de plus en plus, c'est des métiers qui vont converger aussi avec
les notions de protection de l'environnement, donc les questions d'environnement, les questions de RSE, etc. Je pense que c'est ce qui va se passer. Je pense que c'est une bonne chose, même si je pense qu'il faut quand même pas perdre de vue la spécialité, la spécificité de la question de la santé au travail. Mais c'est vrai que on se rend compte, si vous voulez, de plus en plus que les questions de santé au travail sont très liées avec les questions de l'environnement, parce que si on expose les salariés d'une entreprise, on expose aussi potentiellement les riverains de cette entreprise, et donc la thématique de la santé au travail va devenir de plus en plus globale, en fait, si vous voulez, et on va, je pense, à terme fusionner les questions de santé au travail et les questions d'environnement, parce que ce qui touche à la fois les travailleurs de l'entreprise peut toucher également, comme je vous disais, ces riverains. Donc c'est comme ça que je vois évoluer le poste de préventeur. D'accord, c'est intéressant. Et enfin, la question que je pose à tous mes invités, quel conseil vous auriez pour le jeune Sébastien qui débutait? Quel conseil je donnerais de rester à l'écoute et à l'ouverture d'opportunités, parce que je pense qu'il faut pas avoir une vision, comment dire, très tracée des choses, parce que c'est vrai que c'est pas, j'ai pas un profil militant, si vous voulez, c'est-à-dire que moi, c'était pas une évidence de travailler pour une organisation syndicale. Mmh. Mais c'est petit à petit mes différentes expériences qui m'ont amené à ça. C'est, comme je vous ai dit, mon passé de formateur qui m'a mis au contact de représentants du personnel, qui m'a fait découvrir aussi l'intérêt du dialogue social. Parce que ça, c'est vrai que j'en ai pas beaucoup parlé, mais le dialogue social, c'est passionnant. C'est-à-dire le dialogue entre des représentants du personnel et des employeurs. La dispute professionnelle, vous savez, cette notion un petit peu de dispute professionnelle, et surtout ce qui peut en émerger de cette dispute professionnelle, et essayer d'avancer. Alors, vous ne me prenez pas pour un bisounours non plus, mais essayer d'avancer ensemble justement pour protéger la santé des travailleurs, c'est quand même super intéressant. Et c'est vrai qu'en réalité, moi, depuis quelques années maintenant, je baigne entre guillemets dans le dialogue social, et c'est passionnant. Alors, et ça aussi, c'est quelque chose que je voudrais dire, c'est que c'est vrai. Alors, attention, hein, moi, je ne suis pas syndicaliste, hein, je suis un conseiller technique dans une organisation syndicale, mais c'est vrai que le dialogue social, c'est super intéressant. Ça apporte énormément de choses, et malheureusement, il faut le dire, hein, les jeunes aujourd'hui ne s'engagent plus dans leur entreprise. Je pense qu'il y a une crise un petit peu de l'engagement. Je pense que les gens ne veulent plus s'engager forcément, et notamment dans les entreprises, en ce qui concerne les CSE, etc. Alors qu'en réalité, c'est super intéressant. On a vraiment une mauvaise image, si vous voulez, du syndicalisme dans l'entreprise. On pense qu'on est là uniquement pour organiser des voyages et des fêtes et des apéros. Non, c'est pas du tout ça. Avoir un mandat en entreprise, c'est super intéressant, c'est super enrichissant. On apprend plein de choses en technique de négociation, on apprend plein de choses sur la santé au travail, parce qu'on n'est pas forcément spécialiste non plus. Et c'est vrai que ce que je pourrais dire à moi il y a 5 ou 10 ans, et ce que je pourrais dire aussi à d'autres jeunes, c'est de dire, en fait, les questions de santé au travail et le dialogue social, c'est super intéressant. Ça peut amener on apprend plein de choses, et ça peut amener aussi à des carrières aussi. Ça peut être super intéressant. Donc voilà ce que je voudrais dire à mon moi plus jeune. D'accord, très bien. S'engager aussi, c'est un très beau message. Je pense Ouais. il faut pas le mettre de côté, surtout quand on Mhm. est encore en train de chercher ce qui peut être sa mission ou sa carrière pour la suite. Merci Exactement. beaucoup, Sébastien. C'était un plaisir de pouvoir échanger avec vous sur ce sujet. Et du coup, pour terminer, est-ce que vous pourrez nous dire où on peut vous retrouver si jamais on a envie de continuer cette discussion avec vous? Vous pouvez me retrouver tout simplement sur Twitter. Voilà, sur Twitter, je vous donne mon adresse, c'est @sgrte2017. Voilà, vous pouvez me retrouver sur Twitter pour échanger avec plaisir. Et puis, vous pourrez retrouver un petit peu aussi des partages que je fais sur l'actualité de la santé au travail. Très bien. On envoie tout le monde là-bas. Merci beaucoup, Sébastien. Je vous dis à très vite. Merci à vous. Au revoir. Merci d'avoir écouté le PEX jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de le partager autour de vous. Et si vous trouvez 5 petites minutes, de mettre une note 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur Apple Podcast. Ça m'aide beaucoup pour remonter dans les classements. Vous pouvez également remercier directement l'invité en le retrouvant sur ses réseaux sociaux. À la semaine prochaine!